La deuxième partie de la version corrigée pour l'époque moderne des Trois Mousquetaires est enfin arrivée et croyez-moi, on n'en a pas fini d'en parler. Salut à tous, c'est Vin sur Plotime et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film franco-germano-espagnol du nom des Trois Mousquetaires partie 2 Milady, toujours réalisé par Martin Bourboulon, qui avait réalisé la première partie d'Artagnan sortie début 2023. Et souvenez-vous, je vous avais déjà parlé de cette première partie dans une vidéo qui avait fait beaucoup de bruit, mais on y reviendra. Les Trois Mousquetaires Milady est adapté du roman culte d'Alexandre Dumas, que j'avais déjà lu il y a fort longtemps et que j'ai complètement oublié. Et vu que malheureusement je n'ai pas eu le temps de le relire, j'ai testé pour la première fois le livre audio. Et pas n'importe lequel, je parle de la version lue par Jacques Chambon en personne, alias Merlin de Kaamelott. Et wow, le talent d'acteur de cet homme m'impressionnera toujours. Il a une faculté à prendre une voix différente pour chaque personnage, c'est impressionnant. À tel point qu'au démarrage, je ne l'ai absolument pas reconnu. Bref, il faut savoir que je suis quelqu'un de très distrait quand je lis. Et entendre les phrases de Dumas par une voix de maître m'a permis de me rendre compte à quel point la langue française est puissante et poétique. C'est du miel pour les oreilles. Et d'ailleurs, si ce livre audio vous intéresse, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, car je vais vous donner l'occasion de l'écouter gratuitement. Et ce, grâce à mon partenaire du jour. Je remercie mon partenaire Nextory qui peut vous donner l'opportunité d'écouter jusqu'à 15 heures de livre audio gratuitement pendant 45 jours, ce qui vaut en moyenne 2 livres par mois. Et même lire des BD et des livres en illimité. Et ce, tout simplement en utilisant mon lien dans la description et en commentaire épinglé. Si je vous propose Nextory, c'est principalement pour son catalogue totalement en raccord avec ma chaîne et en raccord avec ce que vous regardez habituellement. Par exemple, si vous voulez connaître l'histoire originale de House of the Dragon ou même Le Seigneur des Anneaux, The Witcher et plein d'autres histoires, vous aurez le droit à un vaste catalogue gratuit pendant 45 jours, à condition une fois de plus d'utiliser mon lien en description ou en commentaire épinglé. De plus, en cliquant sur ce lien, vous allez en même temps soutenir ma chaîne YouTube, donc c'est tout bénef, alors profitez-en. Bien, je clôture maintenant tout ça pour faire un petit retour sur mon coup de gueule dans ma vidéo précédente. Rappelez-vous, j'avais fait une beuglante par rapport au coming out de Porthos qui s'avère être bi. Évidemment que ce n'est rien, et même les droitards les plus farouches ont ouvertement dit que ce n'est pas dérangeant, en tout cas pour la structure narrative du film. Ce qui est un fait, ça ne change pas la nature du film. Mais quand vous êtes dans mon cas, que vous vous tapez régulièrement des blockbusters, des films à gros budget américains, des films et séries Netflix, Prime Video et j'en passe, je suis habitué à voir des choses progressistes comme ça parce que je considère que ça fait partie de la marque américaine. Vous savez, un petit peu comme si j'avais passé un deal. Et quand est venu le moment où je me mange un bon film d'action français à l'ancienne avec des mousquetaires, j'étais vraiment posé en mode yes, enfin loin de l'Amérique. Quand soudain... Méfie-toi d'Artagnan. Si Porthos te prend sous son aile, c'est pour mieux te mettre dans son nid. Ah, vous aimez les... Pourquoi pas? J'aime tout ce que je peux mettre dans mon lit ou dans mon assiette. Ça fait du monde. Il n'y a que les cons que je ne baise, ils le mangent. C'est dommage, tu n'auras jamais faim. Et c'est ainsi que Lenny Goots a fait déborder le vase, que je me suis énervé et que je me suis fait traiter de fragile sur Twitter. Ouais, je me suis vraiment affiché. Et ils ont parfaitement raison, car finalement, quand on y repense, réagir dans l'émotion, c'est de la fragilité pure et dure. Et ce n'est absolument pas l'image que je veux renvoyer de ma chaîne. C'est-à-dire que j'aurais dû faire comme d'habitude. J'aurais dû mentionner ça de façon cynique sur un ton humoristique et passer à autre chose. Ah, vous aimez les... Ça veut dire quoi? Ah, vous aimez les... Mais par contre, à côté de ça, à côté du fait que je me fasse traiter de fragile, ce qui me blesse profondément, c'est que je tends la main volontairement à mes détracteurs. Ce coup de gueule est un cri du cœur, un appel à l'aide, dans le sens où je sentais parfaitement que le problème venait de moi. Car je suis obsédé par ce genre de détails et j'aimerais pouvoir prendre du plaisir malgré ça. En bref, j'aimerais vraiment accepter le fait d'être pris pour un énorme con. Au final, j'ai juste été moqué et cela me chagrine fort. Je m'attendais à ce que les disciples bien pensantes avec leur capuche d'inquisiteur viennent me voir. Viens mon enfant, viens, je vais t'apprendre. Non, on me jette des cailloux et c'est mal. Il faut punir les mécréants et non les inciter à rejoindre notre camp. Alors, j'ajoute une chose que j'avais déjà précisée dans ma première vidéo sur les Trois Mousquefesses, c'est qu'en effet, on s'en branle de l'orientation sexuelle de Porthos. Mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'on s'en branle. Ce qui me brise l'immersion, c'est le coming out lâché en public. Comme si c'était monnaie courante, tel les années 80. Et encore, années 80, c'était déjà chaud. Là où il y avait pourtant la place de créer un contexte bien plus crédible. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc pourquoi avoir quand même insisté avec cette scène inutile? Eh bien parce que c'est obligatoire. Le réalisateur français Laurent Firode a lui-même témoigné que pour obtenir des financiers parmi la production française, eh bien il faut remplir des critères. Et certaines personnes qui touchent à l'art en France ont été confrontées au même problème. C'est-à-dire qu'ils doivent cocher des cases comme la diversité ou encore l'écologie pour accéder à la diffusion publique. Et ce n'est pas par hasard qu'on a mis en tête d'affiche quelques acteurs issus d'une origine ethnique. Et l'apparition anachronique du mousquetaire Hannibal en est un parfait cas d'école dans la partie 2. Car en effet, le premier mousquetaire noir, alias Louis Aniaba, est arrivé bien plus tard. Et malheureusement, rester bloqué sur l'orientation sexuelle de Porthos pendant tout le film comme un attardé m'a empêché de voir qu'il ne s'agissait en fait que la partie émergée de l'iceberg. Car en écoutant le livre audio des Trois Mousquetaires, je me suis rendu compte qu'adapter ce dernier en film n'a en fait pas trop de sens, à part rendre hommage à Monsieur Dumas, puisque quel que soit le niveau de fidélité, eh bien on ne retrouvera jamais l'essence de l'écriture. Et c'est pour ça, si vous avez des enfants, eh bien invitez-les, donnez-leur envie de lire Dumas. Je sais que c'est pas facile dans notre époque où tout est rapide, moi-même j'en ai été victime, car aujourd'hui encore j'ai énormément de mal à lire, ou sinon incitez-les à écouter au moins des livres audio, ça fait largement le café. Et c'est toujours une excellente façon de découvrir les auteurs français. Donc, j'ai revu la première partie, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, et waouh, c'est... Mais c'est pas du tout fidèle en fait. On est même carrément sur une réécriture qui ne suit que les très grandes lignes, et ce pour le format cinéma, et encore. Alors je veux bien que dans le livre, il ne se passe pas spécialement grand chose, en tout cas rien d'intéressant à mettre à l'écran, mais quand même, niveau adaptation, c'est clairement du niveau de Witcher saison 2. Je sais, je suis sévère. Et si encore, ça nous permettait d'avoir une belle pièce cinématographique. Mais là, ce n'est même pas le cas, car pendant tout le film, on a un sentiment de bâclé. Rien ne justifie l'amitié entre les mousquetaires. Ce qui nous emmène à des incohérences où, par exemple, D'Artagnan provoque les Trois Mousquetaires, alors qu'il est censé poursuivre un inconnu. De toute façon, des incohérences, il y en a tout un tas. Tenez, je vous en donne un au pif. La scène où Louis XIII n'ouvre pas la boîte à bijoux, parce que Anne d'Autriche lui fait culpabiliser en sous-entendant qu'ouvrir cette boîte prouverait que cette femme représente en fait moins de valeur à ses yeux que celle du cardinal. Cette scène n'a aucun sens. Le vrai Louis XIII ouvrirait la boîte et fin du game. Le Louis XIII du livre n'en aurait mais rien à péter des petites menaces de la reine qui ne pèse rien sur lui. On dirait presque une écriture d'adolescent. Encore une fois, ça, c'est une incohérence parmi plein d'autres. Dans ce film, on a des complots d'offrants, des personnages qui apparaissent par magie, ou encore Monsieur de Tréville, l'un des meilleurs personnages du livre, totalement sous-exploité dans ce film, qui baisse les bras à vitesse grand V lorsque Athos est condamné à mort, alors que le vrai Monsieur de Tréville se serait battu comme un diable. Autre chose, le casting. Ce casting signifie trop le marketing, le copinage. Certains acteurs font presque 2 fois leur âge par rapport à ceux qui sont censé incarner, c'est n'importe quoi. D'Artagnan, il a 30 balais, ça n'a aucun sens, il est à peine mature. Le vrai D'Artagnan devrait ressembler à ça. Ah oui, je sais, c'est la version de William Scott Anderson, c'est nul, mais au moins sur la forme c'était mieux fait. Qui est cet enfant? Quand j'en aurai fini avec vous, on me traitera de mangeur d'enfants. You serious? Aramis pareil, c'est un jeune homme, prendre Romain Duris ça n'a aucun sens. Milady, je n'en parle même pas, elle n'est absolument pas décrite comme ça dans le livre, et pourtant Dieu sait que j'adore Eva Green, mais pour moi cette femme c'est la beauté corbeau, la beauté noire, tandis que Milady c'est la beauté froide, glaciale. Normalement Milady devrait ressembler à ça. Ah oui, je sais, encore cette version. Cette version qui d'ailleurs, c'est pas une blague, mais s'avère parfois être plus fidèle que la version 2023. Car cette dernière est bien trop sombre et bien trop cracra par rapport à cette époque qui fut au contraire très colorée et vivante post-Renaissance. Les couleurs utilisées dans le film de 2011, si je me trompe pas, sont infiniment plus vifs et fidèles à cette époque. Ah oui, autre chose aussi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que fout le cri de Willem sorti de la bouche d'un piaf? Faudrait aussi qu'on leur explique que se prendre une balle dans le buffet, ça tue. Alors une fois ok, mais pas deux et pas sur le même personnage. Je me souviens aussi que les dialogues m'avaient paru cringe pour la première fois et je remettais ça sur le compte de l'adaptation à la française. Sauf que pas du tout, les dialogues de Dumas sont bien plus réfléchis et crédibles par rapport à cette époque. Alors que là dans ce film... Si vous continuez de me regarder comme ça, je peux pas terminer de vous soigner. Bon bah alors je vous regarde comme ça peut-être alors, ce sera plus simple. Comme ça, ce serait trop. Ah je sais. Là nous sommes tranquilles. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? Ce qui est sûr, c'est que cette première partie a coûté 36 millions d'euros pour n'en rapporter que 31 millions. Théoriquement, eh bien, c'est un flop astronomique. Mais étant donné que je n'ai vu personne sursauter, j'imagine que les informations que j'ai trouvées sont fausses. Alors certes, il a été en 3e position au box-office français, derrière Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et Alibi.com 2, mais je suis désolé, mais en tout cas, ça ne reste pas rentable, non? Après, on dit que la majorité des films français ne sont pas rentables, donc bon. Bref, partie 2.
C'est sous le regard de D'Artagnan que Constance Bonacieux se fait enlever. Son seul espoir pour la retrouver sera de s'allier avec la dangereuse Milady de Winter. Pendant ce temps, Athos, Porthos et Aramis vont faire la bagarre. Wesh, on est des mousquetaires ou pas? Jusqu'à ce qu'un mystère du passé d'Athos fait retourner la situation. Le film commence donc sur un... Previously on AMC's The Walking Dead. Pour les andouilles qui auraient oublié le film précédent. Alors oui, c'est débile puisque d'une façon ou d'une autre, si tu as oublié ce dernier, tu ne vas rien comprendre de A à Z. Donc autant aller au bout du concept et faire un film normal, non? Et non pas une série. Qu'ils prennent plus l'exemple sur The Dark Knight, puisque cette adaptation adore copier sur Nolan jusqu'à la musique. Et surtout le visuel. Parce que oui, visuellement, c'est quand même vachement négatif. L'univers des Trois Mousquetaires se déroule certes lors d'une période de tension avec l'Angleterre, mais le film est présenté comme si on était en plein apocalypse. Tout est noir, crasseux, alors que le livre de Dumas est tout au contraire très fruité et joyeux, ce qui rendait les drames et les complots encore plus forts, puisque ça créait un contraste intéressant. Pour faire simple, ils n'ont pas l'air d'avoir bien saisi l'œuvre initiale pour changer. Et pour ce qui est de la fidélité, on n'est pas loin de la catastrophe dans cette suite, et c'est peu le dire. Pourquoi, par tous les dieux, pourquoi reprendre le titre des Trois Mousquetaires pour finalement faire une histoire complètement différente? Là, c'est juste vaguement inspiré. Et c'est pour ça, moi je me dis, mais faites votre histoire avec vos mousquetaires et terminus. Parce que là, ça fait vraiment bizarre car il y a des dialogues repris du livre posés aléatoirement dans le film pour faire genre. Et t'as vu, nous on a lu le livre. Oui, bah tu l'as juste mal lu parce que là, ça fait vraiment très bizarre. C'est-à-dire que les scènes du bouquin interviennent pour des raisons différentes dans ce film. Et forcément, en remodelant l'œuvre initiale qui était parfaitement crédible de bout en bout, très millimétré, puisque c'est le boulot d'un écrivain, on se retrouve avec des clichés, des incohérences, des Deus Ex Machina à tout va. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on cassait un vase très beau et très précieux, pour par la suite ramasser les morceaux et les recoller n'importe comment, et se retrouver avec une espèce de masse informe qui restera correcte pour les gens qui découvrent, mais qui sera un véritable jumpscare pour les anciens. Par exemple, le comportement des personnages n'a aucun sens. Et je vais vous donner un exemple, donc je vais spoiler un petit peu, je mets le timer, tranquille. On a une scène où Athos retrouve Milady, donc pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, Milady est censée être l'ex-femme de Athos, et Athos pensait qu'elle était morte. Cette dernière le piège et s'apprête à le poignarder, donc ok, ça marche. Et suite à ça, Deus Ex Machina, encore un, Aramis et D'Artagnan arrivent avec un flingue et un fusil, et malgré ça, Milady parvient à s'enfuir. Pour quelle raison? Parce qu'elle a des informations sur Constance qui a disparu. Mais en quoi cette raison est suffisante pour ne pas capturer Milady? T'as deux mecs avec des flingues, t'as Athos qui est un homme presque 2 fois plus grand que Milady, le bon sens voudrait que tu chopes Milady pour la capturer. Tu ne la laisses pas partir, mais ça n'a aucun sens. 3 contre 1 dont 2 qui sont armés avec des flingues. Et ça c'est juste un petit échantillon des 2 films entiers. Par exemple, la scène d'action d'introduction du premier film, où t'as 20 soldats contre 4 mecs. Et les 4 mecs arrivent à s'en sortir, à liquider les 20 soldats. Si dans le livre, il n'y avait que 5 ou 7 personnes, je crois, c'était pas par hasard. Et la partie spoil n'est pas finie, parce qu'après ça, on a la fin du film, le cliffhanger. Et vraiment, arrivé à la fin du film, lorsque j'ai vu le cliffhanger, donc le fait qu'on nous annonce qu'il y aura une suite, j'étais là, pardon? Mais je pensais qu'on avait divisé le film en 2 parties pour s'inspirer des 2 tomes de Dumas. Alors que là, non, ils ont prévu de faire une série. Et certes, il y a bel et bien une suite aux Trois Mousquetaires, 20 ans après, mais comme le titre le dit, ça se passe 20 ans après. Bref, ça ne va pas, c'est du potentiel gâché. Donc je ferme la partie spoilers, et pour continuer, le tout est accompagné de blagues potaches à la française. Et puis franchement, Porthos c'est vraiment un déchet. Alors oui, ok, à l'origine, c'est un personnage bon vivant, sauf que là c'est trop, ils en font trop. C'est une poubelle vivante. Et s'ensuit quelques scènes de facepalm, avec Milady qui se transforme en ninja dans ce film, et c'est ouf parce qu'on la voit sans robe, avec une espèce de pantalon, et je me suis dit, mais vraiment, mais Eva Green, c'est tellement triste de The Witcher. C'est triste, c'est elle. Mais c'est incroyable, mais comment Netflix a fait pour ne pas le voir? Mais bref, quoi qu'il en soit, d'où Milady tient tête à D'Artagnan. c'est n'importe quoi. Milady est une fine manipulatrice, elle est très forte là-dedans, mais pas au combat, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il serait temps d'arrêter de nous prendre pour des abrutis. C'est aussi débile que la version de 2011. Et encore, cette version était justifiée par rapport au fait que c'était une parodie. Et puis ce simili-relation giga-bâclée entre D'Artagnan et Milady était d'un cringeos. Et comme si ça ne suffisait pas, le film entier sera basé sur la recherche de Constance,
qui devient forcément redondante parce que ce n'est pas le sujet principal. On revient de très loin après l'enjeu basé sur la guerre avec l'Angleterre. Et c'est sans parler des flashbacks conçus pour les noobs. Vous savez, tu te souviens de l'affaire de Lys? Oui bah encore une fois, j'ai vu le premier film, normalement. Après bon, il y a quand même de bonnes scènes d'action, mais on a toujours cette espèce de caméra épaule qui fait vomir. Et surtout, mais c'est filmé de tellement près. On a beaucoup de mal à suivre l'action, malgré l'effort de fait autour des plans séquences. Bien qu'après avoir revu le premier film, je me suis rendu compte que beaucoup de plans séquences ont été énormément retouchés. Je me souviens aussi que dans ma première vidéo, j'étais sympa par rapport aux costumes, mais après m'être un peu plus cultivé, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça à l'époque. Comme je vous l'ai dit, c'était une époque colorée. Alors pourquoi ces mousquetaires sont si crado avec des costumes aussi dark? Là, c'est plutôt les 3 clodos pour ne pas dire 4. Vous savez, mousquetaire était un statut privilégié. C'était le fruit de cet immense arbre qu'est la France. Alors oui, après, c'est toujours joli, il y a une belle mise en valeur des décors, des lumières, des beaux plans. Mais est-ce que ça fait un bon film? C'est à vous de me le dire. Il y a quand même quelques moments sympathiques cinématographiquement, un petit peu comme les scènes avec Vincent Cassel. Je pense que c'était les moments où il se passait vraiment quelque chose. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez compris. La vérité, c'est que je n'ai pas beaucoup apprécié cette seconde partie. J'ai été certes éclipsé par l'aspect progressiste de la première partie, tout en ne sachant pas qu'en vérité, il ne s'agissait que d'un apéritif. Un apéritif de sa suite complètement en roue libre. Alors, si vous avez adoré le premier film et que vous vous en fichez du lore autour des 3 mousquetaires, je pense que vous allez passer un moment sympathique. Parce que oui, disons-le, ça fait passer le temps. Mais si vous recherchez un film respectueux des mousquetaires et du livre de Dumas, eh bien, passez votre chemin. Et je pense que ça sera les mots de la fin. Donc si de votre côté vous avez déjà vu le film, comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.